En 2006, Masahiro Shinoda commente son film Assassinat qu'il a réalisé en 1964. La Shoshiku possédait deux studios. Le studio d'Ofuna à Kamakura, qui produisait les films contemporains. Le studio de Kyoto produisait les Jidai Geki, les films de Shambara. Kenzi Mizoguchi avait travaillé là-bas, ainsi que d'autres grands maîtres des films d'époque. Les studios de Kyoto étaient la Mecque du Jidai Geki. Puis la télé est arrivée. Elle produisait des séries en grand nombre, très regardées, si bien que les studios de Kyoto traversaient une crise financière. Le studio de la Shoshiku était au bord de la fermeture. J'ai demandé à faire le dernier Jidai Geki avant la fermeture. Et je suis donc allé à Kyoto pour faire Assassinat. Juste avant moi, Hideo Gosha avait réalisé Trois samouraïs hors la loi, adaptation cinéma de la série TV à succès. Les équipes de la Shoshiku à Kyoto ressentaient comme une humiliation cette mainmise de la télé. Ils n'avaient pas été coopératifs. Avec moi, qui venais du cinéma, ce fut tout le contraire. Depuis longtemps, je voulais faire un film de sabre. La Toei en produisait beaucoup. Je trouvais ces films puérils. Ils ne me satisfaisaient pas. Je voulais faire un film de sabre à ma façon. Dans Assassinat, j'ai voulu montrer un style de combat avec des gestes réalistes. J'ai décidé de ne pas montrer des passes d'armes trop longues. Hideo Gosha, dans Trois samouraïs, montrait de longs combats, ponctués d'entrechocs de sabres vraiment très sonores. Je n'ai pas voulu faire ça. Mais si l'on voulait se passer du chorégraphe des scènes de sabre, le syndicat n'était pas content. Le chorégraphe était donc là, sur le plateau. Mais je dirigeais les scènes de sabre sans faire appel à lui.
En outre, à cette époque, les bougies faisaient partie de l'éclairage. Pour éviter que le vent ne les atteigne, on disposait des abris-vents. Quand les bougies étaient exposées au vent, la lumière vacillait et ondulait. J'ai voulu intégrer cela. J'ai dit aux techniciens d'agiter leurs mains à côté des bougies. J'ai fait ça dans les scènes de nuit. Cela a beaucoup étonné les éclairagistes de Kyoto. Comme je ne connaissais pas le style traditionnel de Kyoto, j'ai suivi mes propres idées. Les gens du studio de Kyoto étaient curieux de ce que je faisais. Ils pensaient que leur style passéiste était ce qui avait provoqué le déclin du studio. Ils se sentaient de faire évoluer leur approche. Le 3 juin 1853, vers 17 heures, 4 canonnières américaines apparurent au large de la baie d'Edo. La politique d'isolement dans toutes les couches sociales fut donc un choc pour tout le pays. Il prit la forme d'un mouvement patriotique, pro-impérial et xénophobe. Mais le shogunat des Tokugawa n'était pas en mesure de défendre militairement l'archipel. Le ministre shogunal Lie Naosuke, contre l'opinion publique et sans l'assentiment impérial, ouvrit des portes aux Occidentaux. Il réprima ses opposants, nobles impériaux et militaires shogunaux, au cours de la terreur dite d'Ansei. Le 3 mars 1860, un jour de neige, alors que Lie passait la porte Sakurada du palais shogunal d'Edo, 18 extrémistes du clan Mito attaquèrent son cortège. Lie fut assassiné. Cette affaire ébranla le shogunat. Elle risquait d'entraîner le pays dans le chaos. Pour recouvrer sa légitimité et surmonter la crise, le shogunat des Tokugawa organisa un mariage entre le shogun Lemoshi et Kazunomiya, la fille de l'empereur Komei. Il fallait montrer l'unité des deux pouvoirs. Mais la cour impériale à Kyoto imposa au shogunat une politique xénophobe. L'histoire se passe en 1863. 4 ans plus tard, la société des samouraïs allait disparaître. Je voulais traiter d'une époque frontière, la restauration de Meiji, lorsque le Japon est entré dans l'ère moderne. Mon premier motif pour réaliser un Jigai Geki
était liée à l'année 1853 à l'arrivée de l'amiral Perry et des vaisseaux noirs américains au Japon. La confrontation de ces deux nations a contraint les Japonais à clarifier leur identité propre. C'est ainsi qu'est né le nationalisme nippon. Depuis longtemps, le Japon était un pays bouddhique, mais un pays sans divinité forte ne pouvait lutter contre les chrétiens. Certains disaient qu'il fallait restaurer le règne divin de l'empereur pour bâtir une nation moderne face aux forces américaines et étrangères. Cela correspond à l'intégrisme islamique. C'est l'instauration d'un pays où l'empereur est au cœur des croyances divines. C'est la restauration de Meiji. Les partisans de l'ancien régime ont renversé le shogunat Tokugawa. Leur slogan était Sonojoi, c'est-à-dire vivons avec les dieux et détruisons le régime Tokugawa. C'est dans ce contexte que les samouraïs se sont battus, mais leur bataille de sabre répondait à des batailles idéologiques. Le plus ironique, c'est qu'ils prenaient la modernité tout en revenant au passé. C'est la même chose que la révolution iranienne. Ils ont renversé le gouvernement afin de le moderniser, mais ils sont revenus au passé. Le prophète Mohammed a été remis au cœur de la nation par Khomeini. Je pense que cette révolution islamique en Iran ressemble beaucoup à la restauration des Meiji. Le héros du film est un homme étrange. Il est extrémiste, pro-empereur le matin et pro-shogunal le soir. Des barons du shogun Tokugawa qui vont l'utiliser le nomment Hashiro le bizarre. La nouvelle dont je me suis inspiré a pour titre Kimyonaru Hashiro. Hashiro, l'homme étrange. Quand j'ai lu cette nouvelle, j'ai effectivement trouvé ce personnage très contradictoire. À l'origine, il n'était pas samouraï. Il descendait d'une riche famille paysanne et comme il était riche, il est parti étudier à la capitale Edo. Il y a appris l'art du sabre. Comme il était mieux loti que la plupart des samouraïs, il est entré en politique. Il a réuni un groupe de renins, des samouraïs sans maître. La ville de Kyoto était agitée par des groupes d'ambitieux samouraïs pro-impériaux. Kyokawa a obtenu l'autorisation du shogunat d'envoyer des renins pour supprimer les samouraïs séditieux. Quand il est arrivé à Kyoto avec ses partisans, il a retourné sa veste et a embrassé la cause de l'empereur. Mais il contrariait les desseins du shogunat. Ce dernier l'a fait assassiner. Je pense qu'au début, Kimyonaru voulait vraiment faire la révolution. Mais les relations qu'il a nouées en politique l'ont peu à peu éloigné de son idéalisme. Sur le plan humain, il est devenu un politicien aliéné par son caractère propre. Le caractère complexe de Laurence d'Arabie ressemble beaucoup à celui d'Hachiro Kimyonaru.
quand des hommes se trouvent à la frontière d'idéologies contraires, ils peuvent douter de leur choix. Des partisans de l'empereur se sont rapprochés du shogunat, et inversement. La réalité était complexe. Mais les films de Shambhala étaient très manichéens, montrant des batailles de sabres entre bons et méchants, forts et faibles. Le Jidai Geki permet de montrer des personnages acculés à des situations limites entre la vie et la mort. Pour moi, le Jidai Geki reflète aussi la réalité présente, la politique, la complexité de l'existence, la tristesse et l'absurdité d'hier et d'aujourd'hui. Cet homme assassiné était vraiment quelqu'un de très complexe. Hachiro Kimyonaru a laissé pas mal d'écrits. Il a voyagé et tenu un journal. Il y parle notamment de sa bien-aimée, Oren Lotus. En ce qui concerne Lotus, morte pour ne pas avoir voulu le dénoncer, sa mort m'a complètement abattu. Je suis rongé par le remords. C'est lui-même qui l'a sauvé de la prostitution. Donc Oren est un personnage réel, car sa tombe, elle existe. Sì, noi tutti
Il reste des lettres écrites par Kiyokawa, dans lesquelles il demande à être enterré auprès d'elle. L'existence de telles lettres m'a beaucoup étonné. Les hommes comme lui avec beaucoup d'éducation, il incarne le révolutionnaire de la fin du shogunat. Durant l'ère Meiji, certains sont devenus des missionnaires chrétiens ou des savants. À travers Hachiro Kimyonaru, on retrouve donc tout cet arrière-plan historique. L'idéologie pro-impériale imposait le choix ou le rejet de l'empereur. Ce fut un grand problème. Aujourd'hui subsiste le problème du temple Shinto Yasukuni. À partir de 1890 et de la guerre sino-japonaise, en 1894, le Japon s'était engagé dans la guerre. Depuis ce temps-là, les soldats morts sont honorés au temple Yasukuni. Des samouraïs victimes de la restauration de Meiji, comme Ryoma Sakamoto, Shoin, Yoshida, sont aussi honorés au temple Yasukuni. En fait, Hachiro Kimyonaru est aussi honoré là-bas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a été assassiné, il soutenait l'empereur. J'ai découvert cela récemment. Je me suis demandé si c'était une raison bien valable. Finalement, les critères du Yasukuni sont pour le moins étranges. Si l'on soutient la politique de l'empereur, c'est bien. Sinon, c'est mal. La création de ce Jidai Jeki et l'analyse de la restauration de Meiji m'ont permis d'analyser le Japon d'aujourd'hui. L'arrivée des navires noirs de Perry a réveillé le shintoïsme nippon. La Corée du Sud et la Chine ont exigé des dédommagements de guerre et critiqué le temple Yasukuni. Le nationalisme nippon est encore fort. Cela a provoqué en Chine et en Corée des mouvements d'anti-japonisme.
l'idéologie du temple Yasukuni constitue le fondement d'un État qui a attaqué Pearl Harbor. Les États-Unis ont ensuite combattu le nationalisme nippon. Le 11 septembre 2001 est venu rappeler Pearl Harbor. Le 11 septembre 2001, c'est l'intégrisme islamique. Pearl Harbor, c'est l'intégrisme shintoïste nippon. Mais la place de l'empereur nippon a été préservée par les Américains après la guerre. Les samouraïs sont restés 700 ans au pouvoir, puis la restauration de Meiji a restauré le pouvoir de l'empereur. Ce revirement politique nous permet de comprendre non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier, la tragédie de l'intégrisme. C'est un problème qui reste à régler.そんなことがあったのか、京都で。